Salut à toutes et à tous, bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire de Magic sur votre chaîne préférée, MTG Prime. Je suis Alex de la Prime Squad, vous commencez à me connaître maintenant ainsi que mes collègues. Et aujourd'hui, déjà je voulais m'excuser pour le retard de vidéo. Normalement ça aurait dû être la semaine dernière, mais en ce moment je suis en plein déménagement. Du coup là c'est pour ça que le décor est un peu nouveau et c'est un peu vide derrière. Mais ça va pas tarder à se remplir pour avoir une jolie déco bien comme il faut. Donc voilà, en plus, aujourd'hui je vais vous proposer un contenu alors qui n'est pas 100% exclusif, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur les chroniques du Commander avec Ragen. Par contre, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et c'est un deck que j'affectionne particulièrement, vu que c'est avec lui qu'en fait je me suis lancé dans le Commander il y a quelques années maintenant. Et je vais vous parler de Leovold, Emissary of Trest. Pas de spoiler, c'était déjà dans la miniature. Mais voilà, du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une belle deck tech et vous parler longuement du deck. Pas forcément faire de game sur Modo, sur MTGO, ça c'est quelque chose qu'on pourra faire un peu plus tard si jamais. Mais c'est quand on m'a proposé le projet d'MTG Prime, je me suis toujours dit que ce serait bien que je fasse une vidéo là-dessus, vu que la plupart de vous me connaissez à travers du coup mon gameplay de Leovold. C'est quelque chose que j'avais toujours gardé derrière la tête, mais je pensais que ça n'avait pas assez de pertinence sur la chaîne, sachant que c'était un deck un peu désuet. Je me suis dit qu'au final, ça valait peut-être le coup, vu qu'il y a 2 semaines, on a eu le championnat régional Occitanie, donc à la maison, à Toulouse, dans la salle où j'ai commencé Magic, justement, il y a une bonne quinzaine d'années, où j'ai commencé le compétitif. Et j'ai réussi à me hisser jusqu'en finale de ce championnat d'Occitanie, donc je suis vice-champion de ma région avec le deck. Et du coup, ni une ni deux, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment justement de faire une belle vidéo, sachant que le deck a connu pas mal d'évolutions au fur et à mesure des années. Et il y a eu pas mal de nouvelles cartes, les stratégies ont un peu shifté, mais bon, le cœur reste le même. Et du coup, ça m'a paru plus pertinent de vous faire une vidéo sur ce sujet là de suite, et aujourd'hui. Donc voilà, ça va être le cœur de ma vidéo. Donc, pour commencer, on va commencer par la base de la base. Donc Leovold Emissary of Trest, c'est quoi? Qui est ce bad boy? Donc c'est un général qui est 3-3 pour 3 mana, donc dans les couleurs de la charte de Sultai, donc bleu, noir et vert. C'est un elfe conseillé, mais bon ça n'a pas trop d'importance dans le deck. Donc lui, en gros, il va avoir 2 statiques qui vont être hyper puissants et surtout hyper gênants pour notre adversaire. Bon, le premier, c'est chaque adversaire ne peut pas piocher plus d'une carte par tour. Donc ça va empêcher notre adversaire typiquement de faire de la value. Donc tous les cantrips, tous les spells qui disent piocher 2-3 cartes, bah, ça va juste pas marcher en fait, parce qu'en général notre adversaire va piocher sa carte du tour, et après il aura juste plus le droit de piocher. Ensuite, le deuxième statique, alors il est un peu plus tricky, il dit quand vous ou un permanent que vous contrôlez devenez la cible d'un sort ou d'une capacité contrôlée par un adversaire, vous pouvez piocher une carte. Bon, le pouvez n'est pas très relevant. On peut choisir de ne pas piocher. C'est une option, mais la plupart du temps, on va quand même prendre la value. Ça, on va pas s'en priver. Et en gros, basiquement, ça transforme tous les removals, toutes les discards, tous les spells qui disent target, joueur ou impermanent, en vous piochez une carte. Donc ça fait de la value pour nous. Donc en gros, il a un peu un double effet de priver la value de l'adversaire et nous en rajouter à nous. Donc lui, ce qu'un deck Leovold va chercher à faire typiquement, ça va être premièrement de contrôler la partie, car 2 de ses couleurs c'est bleu et noir, donc c'est déjà les 2 meilleures couleurs de Magic pour moi dans les formats Eternal, et ça va avoir tendance à jouer des contres et des removals. Donc ça veut dire ça va se comporter un peu comme les gros decks control style Tivit, Atraxa, sauf que le général sera beaucoup moins cher. Et moi j'aime bien dire que ce deck là c'est un peu un deck contrôle combo, car le but en fait du gameplay ça va être de trader du 1 point avec notre adversaire, de gérer un peu tout ce qu'il fait pour arriver à un point de la game où on peut placer une combo pour gagner la partie. Alors on a 2 types de combos dans le deck que je vous présenterai juste après. Donc on a une combo avec des Time Twister Effect. Donc Time Twister en gros c'est une vieille carte qui était dans les premières éditions qui dit pour 3 mana, chaque joueur mélange sa main et son cimetière dans sa bibliothèque et pioche 7 cartes. Sauf que la combo avec Leovold, dont l'un des statiques dit votre adversaire ne veut pas piocher plus d'une carte par tour, quand vous réussissez à la mettre en place,
En fait, le résultat final, c'est que nous, on va piocher 7 cartes, notre adversaire a le droit d'en piocher qu'une, donc on va se retrouver avec un différentiel de 6 cartes de différence dans nos mains, les cimetières sont nettoyés. Et à partir de là, en fait, on a tellement fait plus de value que notre adversaire, que au bout d'un moment, ben, on l'écrase sous la value en fait. Donc c'est le premier combo du deck, où c'est à peu près 90% de chances de gagner la partie. Parce que des fois, dans nos 7 cartes, par exemple, on a 5 terrains et 2 discards, ce qui peut arriver des fois à peu près 10% du temps, les 7 cartes qu'on va piocher elles vont être toutes nulles. Et notre adversaire, il suffit qu'il pioche un gros banger, vu qu'on place la combo pendant notre tour, il a une draw step à son tour. S'il en pioche un deuxième et qu'on n'a pas de quoi les gérer, bah, il se peut qu'on perde. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois et c'est un peu un risque à prendre. Mais en général, on a 90% de chances de gagner la partie. Et le deuxième aspect combo du deck, c'est une combo avec une carte qui s'appelle Jace, Wielder of Mysteries. Donc c'est un arpenteur à 4 mana qui a un statique aussi qui dit quand on pioche une carte dans notre deck mais que notre deck est vide, on gagne la partie. Tout simple. Pas de fioriture, vous gagnez la partie, point. Quel que soit l'état du board, quel que soit l'état des mains, quel que soit vos total de points de vie. Et ça, c'est une combo que j'ai découvert il y a. Ça va faire au moins plus d'un an. Et que j'essaie d'inclure maintenant dans tous nos decks bleus. Si vous avez regardé ma vidéo sur Airtile, donc ma première vidéo sur la chaîne, le deck qu'on a joué au Relic Fest de cette année, justement, c'est la combo phare du deck qui permet de gagner des parties, qui permet de remporter les parties les plus mal engagées, et qui a aussi un effet de gagner des parties en très peu de temps. Car en théorie, si on arrive on peut gagner tour 4. Si on arrive à jouer un sort pour vider notre bibliothèque dans les 3 premiers tours et un Jace au 4ème tour, on peut gagner très très vite, quoi. Donc en 2 minutes, souvent quand la clock est un peu low, c'est un très très bon chemin pour gagner la partie. Donc on a ces deux combos là qui sont présents dans le deck et du coup qui permettent de remporter les parties. Après, le deck n'a pas toujours eu cette forme là. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé le duel Commander, mon premier tournoi c'était un deck Isamaru mono blanc qu'on m'avait prêté. Je trouve ça hyper agréable à jouer, c'était pas mal. Et je me suis dit, vu que le format était quand même assez ouvert et qu'il y avait pas mal de choses à faire dedans, pourquoi pas essayer de monter une liste. À l'époque, donc c'était pendant le Covid, je jouais énormément sur Magic Online et je faisais beaucoup de formats Eternal, du Legacy et du Vintage principalement. Et j'adorais jouer des decks Sultai avec des Leovold là-dedans et je trouvais que la carte était hyper forte. Du coup, je me suis intéressé au Duel Commander, j'ai commencé à regarder la banlist et j'ai vu qu'il était légal en Duel Commander mais banni en multi. Je me suis dit, il est banni dans un format, légal dans l'autre. À mon avis, ça doit quand même être assez fort, quoi. Du coup, j'ai commencé à monter mon deck Léovold en netlistant, en regardant ce qui tournait à l'époque. Et au tout début, les versions de Léovold en fait étaient hyper mid-range. Genre, il y avait énormément de bêtes, très peu de contres, beaucoup de sorts d'interactions. Et le deck tournait pas tant que ça autour du général. En gros, c'était une pile de good stuff, un deck rock un peu à l'époque. Donc, il était plus noir-vert et splash bleu que bleu-noir splash vert. Donc du coup, c'était plus une stratégie de dénial de ressources, un peu à la Jund. Et en fait, j'ai monté le deck, et quand j'ai commencé à tester avec mon groupe sur Toulouse, donc Léo Faka, Ben Côté, Elliot, tout le, tout le crew toulousain, je me suis vite rendu compte qu'en fait, que le deck, il tournait pas de ouf. Comment dire, il avait beaucoup de points faibles, et impossible de battre les decks contrôle, vu qu'on avait quasiment pas de contre et beaucoup de bêtes, donc très sensible aux vras, les choses comme ça. Et vu que mon crew joue massivement en contrôle, je me suis dit, putain, il faudrait peut-être essayer de faire autre chose et trouver le deck une nouvelle direction. En testant, j'avais quand même remarqué que l'interaction Léovol plus Time Twister, c'était quand même assez broken, et très souvent c'était le meilleur moyen de gagner la game. D'écraser l'adversaire sous la value en fait. Parce qu'après, une fois que c'est fait, on peut gagner avec à peu près n'importe quoi. Donc il y avait des bêtes, et en fait, ce cœur de deck là, je me suis dit que j'allais commencer à builder le deck autour pour essayer de le maximiser ces situations au maximum en fait. Du coup, donc j'ai rapidement commencé à enlever des bêtes et à rajouter des contres, rajouter plein de contres. Donc moi, mes premières versions de Léovold, c'était quelque chose comme entre 25 et 30 contres. Donc ça joue aussi tous les contres chers, genre Archmage Charm, Cryptic Command, Mystic Confluence, Logic Note, vraiment plein de contres. Beaucoup de removal, très peu de bêtes. Genre, en général, j'avais à peu près une dizaine de bêtes, mais que la crème de la crème. Et du coup, des tutors et plein de Time Twister Effect. Donc il y en a plusieurs dans le format, je crois qu'en tout il y en a à peu près 6 ou 7.
Euh, mais je me suis vite rendu compte en fait que les Time Twisters qui sont chers, parce qu'il y en a plein, il y a genre Time Spiral par exemple qui coûte 6 mana, on a Echo of Aeon qui coûte 6 mana et 3 en flashback, mais bon, on n'a pas trop tendance à défausser des cartes en général avec le deck. Euh, il y en a un 5 mana aussi en rituel, mais en général, si on arrive à placer un rituel à 6 mana avec un level sur le board, en fait, ce spell à 6 mana peut être à peu près n'importe quoi. On, on est tellement devant qu'on va même gagner la partie sans avoir besoin de faire ce time twister hyper cher. Donc du coup, j'ai limité un peu ce nombre et j'ai gardé que ceux qui coûtaient 4 ou moins. Donc on a Days Undoing et Diminishing Return que je vous présenterai après dans la présentation du choix des cartes individuelles. Et du coup, avoir une bonne grosse base de deck control et voilà, donc ça marchait pas mal à l'époque. Donc avec ça, ça m'a permis de gagner le Relic Fest, donc la première édition. Et à l'époque, dans le metagame, en fait, il y avait un deck que je ne pouvais jamais battre avec le Ovold, mais qui avait énormément dans mes boutiques locales. Parce qu'à l'époque, je faisais aussi beaucoup de tournois en boutique locale. Et c'était un deck Grist. Deck Grist The Hunger Tide. Donc noir-vert, full value, avec des bêtes ingérables qui gèrent tout le board. Et ça jouait au GAC à l'époque en plus, donc c'était assez compliqué. Et j'arrivais jamais à gagner ce match-up. Et vu qu'il y en avait beaucoup dans ma boutique, et qu'à chaque fois je me faisais éclater, je m'étais dit, ce serait bien d'essayer de trouver une solution à ce match-up-là, en fait, pour essayer juste de le gagner, quoi. Parce que j'arrivais jamais à faire top 8 d'un tournoi boutique avec Léovold à l'époque, quoi. Et en gros, donc j'avais essayé de trouver des cartes, principalement des cartes qui bounçaient des boards, parce que vu qu'ils faisaient plein de bêtes, avoir des boards très larges, je m'étais dit on va faire une stratégie où on renvoie toutes les cartes, tous les permanents dans les mains de nos propriétaires, et après essayer de faire un time twister pour justement faire la combo time twister, pour vider les mains et un peu tout gérer d'un coup. Bon malheureusement c'était hyper compliqué à mettre en place, et cette stratégie-là a marché une fois sur 90, donc j'arrivais toujours pas à battre le match-up. Et du coup, je commençais à réfléchir et je me suis dit une solution alternative, ça pourrait être de juste gagner la partie en fait. Est-ce qu'il y a des cartes dans Magic, dans ces couleurs, qui nous font gagner la partie? Donc un coup de Gatherer, je commence à regarder et tout, et là, boum, je vois Tassa Oracle. Je me dis, putain, c'est parfait ça, c'est nickel. En plus, on jouait déjà Tainted Pack dans le deck à l'époque, donc une combo en deux cartes qui fait gagner la partie directe, c'est top. Je regarde la banlist quand même pour être sûr, et boum, la carte était bannie. Donc déjà, ce plan-là, c'était mort. Et toujours en regardant les cartes, vous faisiez gagner la partie, j'ai vu ce Jace, Wielder of Mysteries, qui fait exactement le même taf que Tassa's Oracle. Et là, je me suis dit, putain, ça pourrait bien marcher si on rentrait dans le deck. Et du coup, essayer de faire des games hyper grindy où au bout d'un moment, on peut marcher combo. Et du coup, en testant, il s'est avéré que ce plan-là marchait de ouf. Donc, du coup, je l'ai intégré. Et donc, le deck qui était à la base full, qui était contrôle combo avec juste la combo Time Twister, ça rajoutait une combo en plus, justement, qui permettait de gagner ces match-up ingagnables, quoi. Pareil, à l'époque, il y avait pas mal de decks Cities qui tournaient. Cities, donc c'est un deck blanc-vert qui met plein d'enchantements sur le board pour un peu loquer l'adversaire, pour faire n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, on peut plus le tuer aux dégâts, on peut plus défausser, il pioche plein de cartes. Et pareil, du coup, cette combo Jace permettait en fait de gagner ces boards ingagnables d'une manière un peu détournée où l'adversaire n'avait pas forcément de réponse au tour. Donc à partir de ce moment-là, le deck est passé de contrôle une combo à contrôle deux combos. Et c'est la version que j'ai jouée au championnat de France, donc d'il y a 2 ans, en 2023, qui marchait, qui a hyper bien marché, et au final, je gagne aussi le tournoi avec ça, quoi. Donc du coup, ce tournant que le deck a pris, en fait, m'a grave satisfait. Et du coup, plus les éditions ont sorti, et plus j'ai essayé justement d'axer le deck dans ce sens-là. Donc de jouer un max de combos, ou un max de tutors, justement, pour favoriser ça, et favoriser du coup ces games plus ou moins facilement gagnables, quoi, en plaçant des combos. Et du coup, ça va nous arriver à la version donc, que je joue aujourd'hui et que je vais vous présenter. Donc, le truc, c'est que pour faire de la place, pour toutes ces pièces de combo et ces tutors, il faut sortir des cartes. Et en fait, avec toutes les dernières éditions qui sont sorties, donc principalement MH3, puis toutes les éditions Universe Beyond et autres, en fait, le format s'est hyper accéléré et les curves des decks moyennes sont descendues de ouf. Donc en gros, pour faire la place pour tout ça, il a fallu cutter pas mal de cartes qui avaient servi à gagner des tournois dans le passé, mais qui aujourd'hui ont de moins en moins, je trouve, leur place dans le format, bien qu'elles restent très fortes, mais
Du coup, il a fallu faire pas mal de place et il y a pas mal de choix controversés, enfin qui sont discutables que j'ai fait, que j'ai appliqué au deck pour pouvoir justement fit cette nouvelle stratégie et le rendre de plus en plus combo. Comme a dit un grand homme, Maximilien Khalil, un collègue, Magic, dans le deck building, il faut faire des choix. Donc voilà, j'ai fait des choix qui sont complètement discutables et argumentables. Mais c'est des choix en fait qui sont basés principalement sur un métacall. Bon, je vais pas vous mentir, Léovol, c'est clairement pas le meilleur deck de Duel Commander. C'est un deck qui est très puissant, qui joue beaucoup de bonnes cartes, qui a un très bon plan A, un très bon plan B, qui peut gagner n'importe où, mais c'est clairement pas le meilleur deck du format, car il a quand même des faiblesses hyper notables contre les decks aggro, les decks très agressifs. Genre typiquement les decks très agressifs avec des créatures qui ont des bodies plus forts que Léovold. Typiquement Yoshimaru, plein de bêtes pas chères, général qui grossit, que Léovol peut pas bien bloquer. Ça va être pas un bon match-up pour nous. Burn, donc les decks Kellan, les decks Felden, c'est pas des bons match-up, mais c'est pas si pire car les bêtes sont quand même plus faibles et un Léovol peut très bien tenir le board. En plus, de par son statique, chaque fois qu'on va prendre des blasts dans la tête, on va piocher des cartes. Donc si jamais on pioche des cartes, on peut y répondre. On peut répondre avec des contres ou d'autres choses, donc ça nous fait creuser dans les bonnes cartes. Donc c'est pas si pire. Mais les decks hyper aggro avec plein de bêtes plus grosses que le Volt, mauvais bail. De même que Slimfoot. Slimfoot, Grist, c'est des match-ups très compliqués où on ne peut strictement gagner qu'à la combo. Littéralement, j'ai pas mal d'heures de jeu avec le deck, pas mal de games. J'ai essayé mille et une versions en rajoutant plein de types de cartes différentes, que ce soit de l'accélération de mana, des grosses bêtes, des Vras, des trucs comme ça. Et en fait, on n'arrive jamais à gagner aggro, sauf à la combo. Vraiment. C'est vraiment très très rare. Ou alors il faut vraiment des caves parfaites à base de removal tour 1, compte tour 2, Léovol tour 3, dans une interaction gratuite pour pas qu'il meure, et un time twister dans le tour d'après. C'est vraiment les seuls scénarios qui arrivent pour gagner ces matchs, et ils arrivent pas très souvent malheureusement. Donc Léovold, moi je vous conseille, si vous aimez la carte, jouez le deck, allez-y. Mais si vous voulez vraiment gagner, en fait, il faut vraiment répondre à un méta où les decks bleus sont hyper présents. J'ai choisi de jouer ce deck pour le CR Occitanie à la suite de la dernière banlist que le comité nous a sorti, où en gros on a Reanimate qui a été cuté, on a White Plume Adventurer qui a été cuté, Balance qui a été cuté, Akiri qui a été déban, et une autre carte dont je ne me rappelle plus. Mais tout ça a fait en fait que ça a remis un peu les decks contrôle et bleu sur le devant de la scène. Car c'est toutes les menaces en fait qui empêchaient Control vraiment de briller, qui étaient vraiment des problèmes, qui sont sortis du format, et du coup ça a permis le retour de ces gros decks. De plus, Tamiyo, qui a été banni dans une banlist précédente, a aussi favorisé justement le retour de ces decks contrôle lourds, et Léovol, c'est le prédateur parfait pour les decks contrôle bleu lourd. Tivit, Atraxa, Airtai. Si en gros on me dit Alex, demain t'as un tournoi, t'as que ces 3 decks là qui sont joués, 100% du temps je joue Léovold. Par contre si on me dit ouais, t'as un méta hyper aggro, que des Yoshi, que des Slimfoot, que des Moderate Burn, voilà, vous êtes sûr que je jouerai pas ça quoi. Donc Léovold, faut vraiment le jouer quand vous attendez un méta qui est très bleu, et c'est là où il va être le plus performant en fait. Car le deck en fait, déjà le général est moins cher que leurs généraux, les généraux bleu, noir, X. Donc on aura plus facilement raison de le caster. Et en plus, vu que les spells sont beaucoup moins chers, il y a énormément de petits spells d'interaction et très efficaces. En gros, on va souvent faire des gains de tempo de ouf, réussir à faire plus de double spells que eux, et justement réussir à placer notre combo pour gagner un moment. Donc vraiment, je vous le conseille, Léovold, si vous voulez vous faire plaisir, jouez-le sur des tournois où il y a beaucoup de decks bleus, et souvent, c'est les gros tournois, les tournois très importants où il y a beaucoup de joueurs, euh, Relic Fest, Championnat de France, des gros facs, des tournois à plus de 100 joueurs. Souvent, les bons joueurs aiment bien jouer des decks bleus et des decks noirs pour jouer des contres, des cantrips et des decks où il y a des choix en fait. Où il y a des choix, où on creuse, où il y a de la carte sélection, et vraiment c'est là où donc c'est les gros tournois où Léovol va briller le plus en fait. Chose que j'ai déjà pu prouver par le passé en remportant justement des grosses éditions de ces tournois là quoi. Par contre en boutique, vous risquez vraiment de pas passer la meilleure de vos journées quoi.
Parce que moi, dans ma boutique à Toulouse, en fait, dans la Toulouse, la méta est quand même pas mal bleue, mais en boutique, c'est hyper aggro, quoi. Et hyper aggro, toutes les games sont hyper tendues. Alors on peut gagner, hein, c'est pas ingagnable, mais comme je vous disais, il faut vraiment des scénarios parfaits avec des bonnes combos et vraiment que ça se goupille bien, quoi. De plus, sur les gros tournois, en général, la partie la plus compliquée en fait, c'est les trois premières rondes. Car quand vous avez des tournois à plus de 500 joueurs, souvent tous les decks sont représentés et les trois premières rondes, c'est la jungle. Vous jouez souvent des match-ups que vous avez jamais vus, des trucs qui sortent un peu derrière les fagots, chacun joue son pet deck un peu. Et en fait, plus les joueurs accumulent des victoires, et très souvent dans les tops, dans les tops du classement, en fait, c'est quasiment tout le temps des decks bleus, quoi. C'est des gens qui jouent contrôle, c'est des gens qui jouent des mid-range bleus, des Aragorn, des trucs comme ça. De par la solidité, la consistance, qui font que plus votre deck est consistant, plus vous allez gagner de matchs, plus vous gagnez de matchs, plus vous êtes dans le haut du classement, et plus vous êtes dans le haut du classement, plus il y a de decks bleus, et plus c'est favorable pour les Ovold. Donc dans les gros tournois, le truc le plus compliqué en fait c'est les trois premières rondes, parce que souvent une fois que vous êtes à 3-0, vous rencontrez des bons match-ups. Donc il faut vraiment gagner un peu la loterie de ces premières rondes, ou avoir quand même la chance de gagner les match-ups aggro que vous allez rencontrer forcément dans ces rondes-là. Mais après, une fois que vous passez ce cut, normalement, vous pouvez cruiser assez facilement dans les gros tournois, quoi. Enfin, c'est ce qui m'arrivait plein de fois, c'est vraiment un pattern que j'ai remarqué depuis, ça va faire 3 ans maintenant que je fais énormément de tournois en duel commentaire. Et c'est vraiment quelque chose qui se répète au fur et à mesure, quoi. Par contre, si vous passez pas le cut, là, vous allez prendre l'enfer. Typiquement, au championnat de France de l'année dernière, il y avait le trophée des champions le vendredi, donc un tournoi avec les 64 joueurs de l'année qui ont gagné des championnats régionaux, des tournois à plus de 100 joueurs et qui ont eu la meilleure année de Magic globale. La méta était hyper bleue. J'ai rencontré 6 decks bleus sur 8, ça s'est très très bien passé, du coup je gagne le tournoi en ayant joué Léovold. Championnat de France le lendemain, première ronde Burn, je perds. Deuxième ronde All Stick Finger, je perds. Deuxième round Slim Foot, je perds. Là, je suis à 0-3. À partir de là, j'ai pris que l'enfer. Plus aucun deck bleu dans le reste de la salle, quoi. Donc, c'est vraiment ce point-là qui va être un peu clé pour que ça se passe bien avec les Ovold, quoi. Donc, du coup, pour résumer, les match-up aggro, pas très bon match-up, gagnable sous des bons scénarios. Match-up contrôle, on est assez favorable de par la structure de notre deck et ce qu'on va leur proposer qui n'arriveront pas à gérer, quoi. Parce que souvent, les decks contrôle ont quand même plus de removal. Et en fait, une fois qu'on joue notre Léovol, chaque removal en fait, nous fait piocher des cartes. Donc du coup, dans ces scénarios-là où on a joué Léovol de la command zone, il s'est pris un removal, donc notre adversaire a perdu une carte, nous on a gagné une carte, et Léovol repart en command zone. Donc en gros, le résultat des courses, on a fait un peu du 2 pour 0. Vu que notre adversaire perd une ressource, on en gagne une, donc ça fait 2 ressources. Et vu que la command zone, ça peut 0 ressources, donc pour 3 mana, on fait du 2 pour 0. 2 tours plus tard, on le recaste à 5, il se refait gérer, boum, on refait du 2 pour 0. Et en fait, on va faire de la value naturelle et qui va nous propulser devant dans la game. Donc au bout d'un moment, on aura plus de cartes, on va réussir à placer une combo ou des permanents un peu embêtants. Et ça devrait faire le taf, quoi. Donc les decks contrôle, bon match-up. Les decks mid-range, ça dépend du mid-range. Très souvent, ça reste quand même des match-up assez positifs, car le deck mid-range va avoir beaucoup de menaces qui valent assez cher, qui valent entre 3 et 5 mana en gros. Et ça, quand notre adversaire fait un spell par tour, vu la quantité d'interaction qu'on a dans notre deck, en fait, on va facilement pouvoir gérer tous ces tours. Et au bout d'un moment, placer notre combo de manière assez facile une fois que l'adversaire s'est essoufflé, quoi. Donc les decks mid-range non bleus, bon bail. En général, ça va. Les decks mid-range avec un général récursif, style Slim Foot, mauvais bail. C'est des decks qui vont très vite, qui jouent vert, un peu d'accélération, de la récursivité, en plus de la récursivité qui n'est pas forcément contrable. Ça, c'est vraiment pas ce qui nous fait plaisir, quoi. Et après, les decks un peu mid-range, un peu tempo, style Aragorn, il y a match, c'est even. On n'est pas spécialement content de les rencontrer, parce qu'ils ont quand même des très bonnes cartes, un jeu un peu flash, donc ça risque d'être un peu des match-ups très interactifs, un peu complexes. Mais on n'est pas content, on n'est pas mécontent, c'est assez neutre, quoi. Ça va vraiment se jouer au skill de chaque joueur, quoi. Et après, dans la dernière catégorie de decks, nous avons les decks combo. Donc ça va être des Rograx Silas Storm, des Monobleu Teferi, des Timnat Razios, des decks qui vont essayer un peu de faire comme nous, donc d'aligner des combos, plus ou moins vite, mais ces decks qui vont être hyper sensibles à l'interaction et au contre. Donc ça en général c'est des très bons match-up.
De plus, Léovold, de par son statique qui dit que quand on devient la cible d'un sort ou d'une capacité, on peut piocher une carte. Typiquement, ça va être très fort contre les decks Storm. Les decks Storm qui vont vouloir jouer plein de spells pendant un tour pour finir avec un spell qui a le déluge, donc souvent une Tendrils of Agony ou un Brain Freeze. Et en fait, c'est des sorts qui vont cibler, et ils vont faire plein de copies du sort qui vont cibler elles aussi. Et en fait, chaque cible, ça va trigger une occurrence de Léovold. Donc par exemple, si notre adversaire fait un Tendrils à 10, en nous ciblant nous avec Léovold sur le board, on va avoir 10 triggers de Léovold et on va piocher 10 cartes. Donc en plus, dans ces 10 cartes-là, on peut piocher des sorts gratuits, des contres, contrer des copies pour pas tout perdre et pas perdre des points de vie. Le deck joue aussi Veil of Summer, qui est une très bonne carte pour ça. Donc très souvent, les decks combo, on a des bonnes armes, ça tient bien. Il faut juste respecter de ouf le fait que notre adversaire peut partir de n'importe où et n'importe quand. Donc c'est-à-dire jamais se full tap, très peu se commit. On part vraiment que quand on est sûr et qu'on a au moins 2-3 pièces de backup. Et à partir de là, on ne peut pas perdre, quoi. Donc voilà, du coup, si vous connaissez votre méta et vous savez qu'il y a beaucoup de decks bleus, beaucoup de decks combo, beaucoup de decks midrange, peu d'aggro, allez-y, jouez au vol, faites-vous plaisir et vous allez passer une très bonne journée. Donc voilà, ça c'est pour un peu mes conseils de pourquoi et comment jouer Léovold. Maintenant, je vais vous présenter, je vais vous présenter les cartes qui composent le deck et les différentes familles de cartes, du coup, que j'ai décidé d'inclure et de faire le choix dans la decklist que j'ai utilisée. D'ailleurs, on va prendre pour exemple la decklist que j'ai utilisée pour la finale, pour finir du championnat régional Occitanie. Donc voici la première famille. Donc la première famille, c'est les cartes à combo. Donc ça va être notre général. Et toutes les cartes qui ont un effet détrimental quand notre adversaire pioche des cartes en plus. Donc là-dessus, nous avons un Arpenteur, Narset, donc qui a exactement le même statique que Léovold, et qui en plus nous permet, avec son -2, de faire de la value, donc de faire des impulses. On regarde son top 4, on choisit une carte, non créature, non terrain, et on met le reste au-dessous. Donc ça, pour 3 mana, ça va nous faire piocher 2 cartes, et en plus empêcher notre adversaire de piocher. Donc ça va très bien se marier avec donc les effets Time Twister. Donc les deux meilleurs que j'ai sélectionnés sont Days Undoing. Donc pour 3 mana, ça fait un Time Twister, sauf que si c'est notre tour, ça finit le tour. Donc on ne peut pas avoir de play derrière. Donc c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix de cet effet-là. Et le deuxième, c'est Diminishing Returns. Donc lui, pour 4 mana, il fait exactement la même chose qu'un Time Twister, sauf que on exile le top 10 de notre deck avant de piocher, et notre adversaire peut piocher jusqu'à 7 cartes. Donc il n'est pas obligé de piocher 7. Il choisit un nombre en fait. En fait, on choisit en même temps le nombre de cartes qu'on va piocher, on se le révèle, et chacun pioche des cartes à ce moment-là. Sauf que s'il y a un level dans le job, il peut choisir un maximum 1. Enfin, il peut choisir 7, mais il piochera qu'un. Ensuite, les autres cartes très fortes dans cette stratégie-là, on va avoir Hullbreacher qui va être la meilleure des créatures, car chaque carte en plus, notre adversaire ne va pas la piocher, et ça va nous donner un trésor. Donc en plus, c'est un 3-2 qui se flash, donc ça peut être... ça marche très bien en réponse à des brainstorms ou à toute autre carte, une petite menace en fin de tour. C'est très très fort. On a l'Orkish Bowmaster qu'on ne présente plus, qui pareil punit les extra draws avec des dégâts, des pings et une créature qui grossit. Et Sheoldred, du coup, qui est un body énorme, 4-5 Death Touch, qui va avoir une double utilité, car en plus, il va tuer notre adversaire à feu doux. Chaque fois qu'il va piocher une carte, il va perdre 2 points de vie. Et nous, chaque fois qu'on va piocher une carte, on va gagner 2 points de vie. Donc ça va aussi nous faire du sustain. Sachant que dans le deck, il n'y a pas énormément de manières de gagner des points de vie. Mais Sheoldred en fait partie. Donc là, c'est la famille combo. On va essayer de additionner n'importe laquelle de ces 5 cartes du dessus avec un de nos spells de combo. Ensuite, nous avons la deuxième famille de combo, c'est la combo Jace en fait, tout simplement. Donc ça va principalement tourner autour de cette carte. Donc notre Arpenteur à 4 mana, qui a le statique qui nous fait gagner la partie. 2 capacités, le +1 qui meule de 2 un joueur et on pioche une carte, donc en plus ça va nous faire de la value. Et ça peut avoir des petits aspects sympas pour les Mystic Sanctuary par exemple, de nos adversaires, ou quand ils remettent des cartes au top, on peut les meuler, ou quand ils font des scry ou des choses comme ça, il peut y avoir différentes applications. Et deuxième capacité, son ultimate, le -8, qui fait piocher 7.
Et si notre librairie est vide, on gagne la partie. Donc pareil, si on arrive à le jouer, le défendre et à monter un peu dans les loyautés et faire son ulti, bah on a beaucoup de chances d'écraser notre adversaire sous la value. Donc pour comboter avec Jace, on a 3 cartes. Donc on a Tainted Pact, donc le staple des tutors noirs du format, donc qui permet d'exiler la carte du dessus de notre deck jusqu'à ce qu'une carte nous plaise et on la mette dans notre main, ou qu'on ait 2 cartes qui ont le même nom. Donc en commandeur, les cartes de base, vu que c'est cartes uniques, c'est très bien. Après, il faut juste faire attention à la mana base. Et en gros, même des fois, on peut juste se vider le deck complètement et rien prendre. On prend la dernière carte. Donc ça marche pas mal quand on a déjà Jace en jeu. On joue Tainted Pact, on vide son deck, on pioche une carte, c'est gagné. On a un peu une carte qui fait le même effet, mais à double tranchant, c'est Démonique Consultation. Alors là, c'est pour un mana noir. On nomme une carte, on exile notre top 6, et après, ça va faire comme Tainted Pact, on va exiler des cartes du dessus de notre deck, mais là on va jusqu'à ce qu'on trouve la carte nommée, et on la met dans notre main, et tout le reste, c'est exilé. Donc ça c'est une carte qui est hyper puissante, déjà parce qu'elle coûte qu'un mana, et elle a le bon avantage de, si on nomme une carte qui n'est pas dans notre deck, bah du coup on exile le top 6, puis on meule jusqu'à trouver la carte nommée, mais vu qu'elle n'est pas dans le deck, on va juste se meuler d'un coup. Donc un mana noir, on n'a plus de deck. Donc ça se marie très bien dans les tours où on va faire Jace plus Démonique Consultation combo win. Et vu que c'est un tuteur en éphémère pour un noir, mais on a quand même à peu près 15% de chance de perdre la partie en le castant. Comment ? Bah déjà, si la carte est dans le top 6, on meurt instantanément. Vu qu'on l'exile et après on exile tout le deck, on peut plus piocher, donc c'est fini. Et si la carte se trouve être dans notre bottom 6 ou 10, on va plus avoir énormément de cartes pour finir la game. Sauf si on gagne la combo, bien sûr, mais on risque d'être un peu short, quoi. Un peu en manque de temps, et en fait, on va se decker. Si on le fait pour trouver une carte qui n'est pas de la combo, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, quoi. C'est vraiment le bouton d'emergency où si on trouve pas une carte dans les temps, on meurt. Donc c'est vraiment les deux utilisations, mais j'ai plutôt tendance à le réserver pour la combo. Et ensuite, on a la pièce de technologie, donc on avait inclus dans Airtile, qui est Arrache-Pensée. Donc ça, c'est vraiment la meilleure trouvaille de 2024, je pense. Donc c'est un enchantement qui dit qu'au début de notre tour, on exile la carte du dessus du deck en entretien cumulatif. Donc un tour après on en exile une, un tour après 2, après 3. Et pour 0, on exile une carte et on prévient le prochain 1 dégât qui devrait nous être infligé par une source de notre choix. Donc ce qui est très fort, c'est que quand on le joue, on va dire tour 4, tour 5, il nous reste un peu plus de 80 cartes dans le deck. Donc c'est un peu comme si on avait 80 points de vie en plus, quoi. Chaque 0, ça va prévenir un dégât. En fait, ça va nous acheter énormément de temps pour setup la combo de Jace ou une combo Time Twister pour revenir dans la game, quoi. Chose à noter, si on ne paye pas l'entretien cumulatif, on peut choisir de ne pas le faire, mais on exile le deck direct. Donc ça veut dire qu'on va mourir on va potentiellement mourir à la draw step. Donc ça pareil, une fois qu'on le joue, il faut être sûr de pouvoir l'assumer sur plusieurs tours. Et de ne pas prendre le risque de justement pas payer l'entretien et mourir, quoi. Mais ça c'est vraiment... En fait c'est la carte clé dans les match-up aggro que je vais avoir tendance à tutoriser un maximum justement pour gagner du temps et ensuite placer une combo. Donc une fois qu'on a nos 2 combos, on va rajouter des tutors. Des tutors pour aller chercher ces pièces de combo et les placer. Donc dans les tutors on en a déjà vu 2. Alors dans les familles s'overlappent un peu car il y a des cartes qui ont plusieurs utilités. Ça en général c'est les meilleures cartes, ça veut dire qu'elles sont très polyvalentes. On peut les caster à de multiples occasions pour différentes raisons et différents effets. Et plus vous allez voir une carte présente dans les familles, mieux elle va être. Donc on retrouve nos 2 tutors ici, donc Démonique Consultation et Tainted Pact. On va rajouter Diabolic Tutor. Diabolic Tutor, oui, donc qui est juste le meilleur tutor en DC, la meilleure carte noire qu'on peut jouer. On va avoir une créature sous la forme de Spellseeker. Donc c'est une 1-1 pour 3 qui va chercher un éphémère ou un rituel dans notre deck qui coûte 2 ou moins. Donc là dans la liste actuelle, Spellseeker ça a 31 targets entre tous les spells tutorisables. Donc c'est quand même une très bonne boîte à outils, quoi. Et la plupart du temps, elle va nous permettre d'aller chercher soit Tainted Pact, soit Démonique Consultation ou Diabolic Tutor, qui va nous permettre ensuite d'aller chercher un Jace, et après on essaie de retrouver une pièce de combo pour gagner, quoi.
Donc on a ces 4 tutors là. Ensuite on a Intuition, qui est une addition assez récente. Donc ça pareil, c'est un tutor en éphémère bleu. Alors lui il va être bien car il va aller permettre de chercher des familles de cartes. Euh, Comment dire, on va chercher en fait 3 cartes de noms différents mais qui ont le même effet. Par exemple, contre les decks contrôle, on peut aller chercher genre 3 cartes de discard. On peut aller chercher 3 contres différents, 3 contres gratuits. On peut aller chercher 3 terrains, si on n'a pas de terrain, 3 créatures. Ça, c'est l'utilité de base. Et ensuite, on a des piles un peu préétablies qui vont nous permettre, au final, d'aller chercher la carte qu'on veut. Parce que souvent, Intuition donne le choix à l'adversaire de la carte qu'il nous donne. Donc quand on a 3 fois le même effet, ça va. Mais quand on a besoin d'une carte spécifique, bah, très souvent, l'adversaire, il va dire, bah non, là, c'est ta meilleure carte, je te la mets au cimetière, tu l'as pas, quoi. Sauf qu'il y a un moyen un peu de casser ça, c'est de jouer des piles. Alors, ça passe par Snapcaster, souvent c'est Unearth ou Noxious Revival et une carte. Typiquement, la pile Intuition, Snapcaster, Unearth et Any Spell, quoi que nous donne l'adversaire, on va quand même pouvoir réussir à casser notre spell à un moment. Parce que soit il nous donne le spell, on l'a en main, donc c'est très bien. Soit il nous donne Snapcaster, on peut jouer Snapcaster le tour d'après, flashback le spell, jouer le spell. Ou soit il nous donne Unearth, on peut Unearth le Snapcaster, Snapcaster qui trigger le spell qu'on voulait à la base, et caster le spell en flashback. Donc cette pile-là nous donne accès à Any Spell, le tour d'après où on casse Intuition, ou le même tour si on a beaucoup de mana. La deuxième pile, et ça je dois remercier notre cher Alexandre Casagrande, alias Fizban, qui fait partie de l'équipe aussi. À la base, au tournoi OCR Occitanie, j'avais promis de jouer Glarb. Et dans mes tests, j'avais pas réussi à trouver une liste qui me convenait, qui gagnait assez ou qui faisait des choses très puissantes. Et j'ai Ben, donc le manager de ma team de Billanders, qui m'a dit, mais mec, tu joues Sultai, il faut que tu joues Léo Vol. Tu vois, tu joues Sultai, tu contrôles, lance-toi dessus. Je fais ok, pas de souci. Et en fait, en discutant avec Fizban, donc sur le choix des cartes qu'il avait dans Glab, parce que j'ai pris sa liste à la base, et il m'a dit, mec, Noxious Revival, c'est vraiment une dinguerie, ça a plein d'effets cachés qu'on dirait pas. Donc la carte, c'est pour un mana Phyrexian vert, donc c'est un vert ou 2 points de vie. Donc ça peut être, c'est un sort gratuit en fait, en éphémère. On prend une carte d'un cimetière et on la met au top de la bibliothèque de son propriétaire. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien ça fait que c'est un peu un tutor pour une très bonne carte qui est dans notre cimetière. Ou une carte qu'on s'est fait défausser ou qu'on s'est fait gérer. Première application c'est ça. Deuxième application, par exemple quand notre adversaire va essayer de jouer un sort de réanimation sur un ton, mais en réponse on peut faire Noxious Revival. Tu mets ton ton sur ton deck, le spell fizzle, donc ça lui fait une mauvaise draw. Et ça fait un peu un effet de contre-sort. Quand on n'a pas beaucoup de terrain mais des fetchland, on peut cibler son fetchland. Donc ça nous fait, on est sûr d'assurer sa drawland. Ça peut servir aussi quand notre adversaire fait un tutor, comme Enlight Dead Tutor par exemple, qui va chercher un artefact ou un enchantement pour le mettre au-dessus de son deck. Ben, en réponse, on peut faire un Noxious sur une autre carte, donc ça lui coupe une draw. En fait, cette carte, elle est vraiment monumentale parce que pareil, couplé avec Snapcaster, sur une pile d'intuition en fait, on peut juste récupérer n'importe quelle carte. Genre typiquement, un truc que je faisais énormément, c'était Intuition qui allait chercher le Jace, un Snap et Noxious Revival. Et en fait, soit le adversaire nous donne Jace, on a Jace, soit il nous donne Snap, et du coup on peut snapper Noxious Revival, Noxious le Jace, le mettre au top et piocher le Jace. Ou s'il nous donne Noxious, ben on Noxious le Jace et on pioche le Jace. Donc cette pile là en plus nous donne accès à toutes les cartes de notre deck. Donc on peut aller chercher tous les bangers, on peut aller chercher les pièces de combo, les Days Undoing, les Diminishing. Donc c'est vraiment une carte très polyvalente et ces piles là en fait font que on pousse le deck dans son aspect combo en rajoutant plein de tutors qui favorisent justement les situations de combo. Donc là on a vraiment tout un package qui est vraiment, vraiment très fort et très puissant en fait et qui a vraiment amené le deck à un autre niveau quoi. Pourtant les cartes existent depuis longtemps, Noxus Revival, Intuition, mais le fait de les avoir jouées dans les autres decks en fait ça a vraiment permis de gagner en puissance, en stabilité et en consistance surtout. Et vraiment moi dans mes decks de Magic, ce que je cherche avant tout c'est de la consistance. C'est vraiment, quand j'ai des play patterns qui gagnent, c'est de maximiser le deck building
pour que ces play patterns se répètent au maximum et ainsi augmenter mon pourcentage de victoire et du coup les chances d'aller au bout des tournois, quoi. Donc avec les tutors, maintenant on va passer donc ça c'était tout l'aspect combo tutor, maintenant on passe à ma famille préférée, la famille des cartes gratuites. Alors les cartes gratuites en DC, c'est vraiment le feu parce que quand on est tap out et qu'on fait semblant de rien avoir, en fait on a un spell qu'on peut jouer. Alors ça va souvent être l'iconique Force of Will qui va permettre de contrer à peu près tout et n'importe quoi. On a Force of Negation, Daze, donc ça c'est la batterie de contre facile, Subtlety. Ensuite on a un removal sous la forme de Snuff Out. Ça pareil, ça c'est Mathieu Tassa qui l'a démocratisé au championnat de France de l'an dernier dans son Slim Foot. Et en fait c'est vraiment trop bien, quoi. Parce que ça tue pas les créatures, ça tue que les créatures non noires, mais c'est peut-être 80-90% de toutes les créatures jouées en DC. Ça coûte 4 points de vie, donc c'est quand même un peu cher, mais le gain de tempo est juste ouf, quoi. Et il y a vraiment des plays où ça peut être la grosse empalade quand notre adversaire dépense du mana pour essayer d'équiper une bête, ou un enchantement dessus, ou autre, ou vraiment pour fausser des maths de combat, c'est vraiment très très bonne carte, quoi. Donc j'ai Taxian Probe qui est banni dans tous les formats. Moi j'adore cette carte, c'est pareil, c'est gratuit, on pioche, on regarde la main de l'adversaire, donc en plus ça nous donne l'information, donc vraiment très bien. Misdirection, alors qui brille principalement dans le deck Leovold, car les adversaires connaissant le deck, ils savent qu'à tout moment, si Leovold reste sur le board, ils peuvent se prendre une combo, et s'ils se prennent la combo Time Twister, ils perdent la partie, quasiment. Donc souvent ils vont essayer de le tuer on-site. Vraiment, Léovol, souvent, j'essaie vraiment de le slammer très souvent tour 3. Il se fait quasiment tuer direct. Donc souvent, ça me fait piocher une carte, donc value. Mais il y a des play patterns où j'ai une misdirection. Et là, s'il a une bête et qu'il fait un removal sur Léovold, en fait, je peux misdirection le removal sur sa bête. Et là, c'est le blowout complet, quoi. Donc ça veut dire que j'ai pioché une carte. Du coup, j'ai joué ma misdi gratuite. J'ai pitché une carte, mais vu que j'ai pioché une carte avec Léovold, en fait, c'est comme si j'avais rien pitché. Et en gros, mon adversaire a joué un removal sur sa bête. Donc ça, souvent, c'est les plays les plus game breaker. Et misdirection aussi, la bonne idée de pouvoir faire office de contre-sort. Car si notre adversaire joue un contre, on peut misdirection le contre. Pendant que le misdirection se résout, faire que le contre cible la misdirection. Une fois qu'elle est résolue, le contre qui ciblait misdirection n'a plus de cible légale et le contre fizzle. Donc ça fait un peu office de deuxième Force of Will dans les batailles de contre. C'est vraiment très très fort et ça brille de ouf dans le deck, quoi. Après une autre addition, c'est Flare of Dignol. Donc ça pareil, c'est un contre-sort gratuit. Alors là le coût est un peu plus prohibitif. Il faut sacrifier une créature bleue. Donc on a quand même quelques autres créatures bleues qu'on peut sacrifier de manière facile, comme Spellseeker par exemple, qu'on a vu juste avant. Mais très souvent ça va être un cancel pour 3 mana. Mais le fait que ce soit un spell gratuit va être très fort dans nos tours où on va essayer de faire des combos avec Jace. Car souvent on a une bête sur le board, on va faire Jace, un tutor, notre adversaire peut contrer aussi et tuer Jace. Et là, vu qu'on sait qu'on va gagner sur le spot, on s'en fout de sacrifier n'importe quelle bête avec notre flair pour être sûr de faire passer la combo. Donc ça c'est la carte, un des derniers ajouts, un peu débattable, mais il y a quand même de l'utilité. Et au pire, c'est un cancel, un contre à 3 mana, qui est un peu cher pour le format, mais qui fera quand même le taf au besoin. Ensuite, nous avons la famille des cantrips. Alors vu qu'on joue quand même combo, on a des tutors, mais c'est aussi bien d'avoir de la carte sélection et des cartes qui permettent de creuser en fait pour trouver nos cartes clés en fait, ou les cartes clés des match-ups, quoi. Donc on a la batterie classique des meilleurs cantrips juste du jeu, donc Brainstorm, Ponder et Preordain, que certains joueurs ne jouent pas dans leur deck bleu, mais je pense que c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est une erreur en fait de ne pas jouer ce trio si vous jouez des îles. Vraiment ça rajoute de la consistance de la carte sélection, souvent ça permet de garder des mains un peu bancales, genre il nous manque un mana, mais on peut quand même casser notre cantrip, trouver le land, et du coup ça débloque pas mal de choses et gagner des parties sur des mains qu'on aurait mulligané, quoi. Donc ça, moi je sors jamais sans mon trio de cantrip. Ensuite nous avons donc Jitaxian Probe qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui fait partie et des spells gratuits et un cantrip, donc 2 points pour elle. Nous avons Pique, qui permet aussi de regarder la main du joueur adverse. Donc ça c'est un effet qui est hyper fort, et en plus
de piocher une carte. Et Cling to Dust, alors ça c'est un peu une carte couteau suisse qui fait à la fois cantrip, à la fois gain de points de vie, et à la fois gestion de cimetière adverse. Tout ça pour 1 mana noir, donc c'est quand même très puissant. Et pour 4 mana, elle a l'escape. Donc en exilant 5 autres cartes, on peut le rejouer. Donc ça c'est une carte qui va faire de la value au fur et à mesure de la game. Et vu qu'en général avec le vol, on joue des match-up très grindy, très longs, c'est pas impossible de casser cette carte 3 voire 4 fois et justement de creuser. C'est vraiment une très très bonne découverte. Ensuite, on a la famille des cartes que j'appelle d'information. Je vous rappelle, on a un deck combo. Avoir l'information de ce que notre adversaire a en main, c'est primordial. C'est primordial, c'est vital et c'est ultra puissant. Donc les cartes qui l'illustrent le plus, c'est les discards en fait. Donc les meilleurs discards du format que sont saisie, inquisition et duresse. Donc qui permettent et de regarder la main, et d'avoir l'information, et de sortir une carte clé qui va nous embêter un peu plus tard. Ou de sortir la carte de combo, ou de voir quel est le plan pour pouvoir s'adapter en conséquence. Ou juste des fois, je regarde la main, je vois que mon adversaire a que de l'air, aucune réponse, aucun contre. Et du coup, je peux partir en combo gratuitement, chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais pas eu l'information. Car très souvent, quand on essaie de partir en combo Time Twister, mais que notre level se fait gérer, du coup notre adversaire repioche cette carte et là c'est le désastre, quoi. Il y a toujours moyen de se battre, mais c'est pas du tout l'effet escompté et ça complique fortement la game qu'on est dedans. Donc c'est très très fort d'avoir l'information. Donc pareil, donc Gitaxian Probe Epic qu'on a déjà vu précédemment, et une créature aussi qui a le même effet qui est Vendilion Click, qui regarde la main, qui met une carte non-terrain de notre adversaire sous son deck et il pioche une carte. A noter, si on a un Léovol sur le board et qu'on joue la clique pendant le tour de notre adversaire, il ne pourra pas piocher de carte. Car en général, c'est une carte qui joue à la draw step, donc il aura déjà pioché une carte, et là en fait on fait juste regarder sa main, virer la meilleure, il repioche pas. Donc c'est pour 3 mana, une saisie. Donc c'est une bonne bête qui se marie bien dedans. Donc ces cartes-là, cartes d'info, c'est clé, vraiment vital. Ensuite, nous avons les removal. Alors, moi je choisis expressément ma philosophie du duel commander, c'est que je mets les contres au-dessus des removals. En fait, j'ai tendance à cutter de plus en plus les removals de mon deck pour mettre d'autres sorts d'interactions, car les créatures qui sont imprimées de nos jours, elles sont full max, quoi. T'as de plus en plus de bonnes cartes qui ont des ETB très puissants, et en fait, gérer une bête après qu'elle ait fait son ETB puissant, en gros, c'est une perte de value. Enfin, c'est un peu une perte de value car notre adversaire a déjà eu un effet qui lui a servi, qui lui a permis de gérer quelque chose ou de créer un jeton ou de faire de la value. Et en fait, moi j'ai plutôt tendance à vouloir plutôt contrer tout ce qui passe, mais les cartes pas chères du tout, faibles en mana, style Yoshimaru, les 1 ou 2 drops, ou des fois on n'a pas le temps d'avoir son contre, faut quand même bien les tuer. Donc il faut quand même une dose minimale de removal en DC. Donc là on joue juste la crème de la crème en fait, les removals qui coûtent 1, 2 mana. Donc on a Snuff Out qu'on a déjà vu, Fatal Push qui est le removal le plus versatile pour un mana noir, Dismember qui est un peu un mix entre Fatal Push et Snuff Out car ça coûte 1 mana, 4 points de vie et -5/-5 sur une bête. Par contre ça va toucher beaucoup plus de cartes. Mais le coût est un peu cher, mais après c'est aussi modulable car on peut aussi le caster à 2 et 3 mana si on veut pas trop perdre de life. Abrupt Decay qui est notre anti-tout. Donc lui il va gérer tous les permanents un peu relous, les artos, les enchants qui coûtent 3 ou moins, pour juste 2 mana et c'est incontrable en plus. Donc la meilleure target d'Abrupt Decay c'est Teferi Time Reveler qui est un enfer pour le deck. Et ça, vu que c'est incontrable, on est sûr de gérer. On a Drone in the Lock qui a un double effet de et contre-sort et removal. Alors lui il est un peu conditionnel, c'est un des derniers ajouts, enfin, c'est une carte qui est bien cuttable, car c'est pas hyper reliable à tous les tours de la game. Genre tour 1, tour 2 ça va pas forcément faire grand chose, mais après c'est un très bon top deck à partir du tour 4 et ça fera ce qu'on veut un peu plus tard. Orchid Master qui sert à pinguer les dorks et les créatures pas chères du tout, donc qui ont une faible endurance. Toxic Deluge, parce que dans un deck contrôle il faut quand même un effet Vras, et dans ces couleurs là en fait c'est le meilleur effet Vras qu'on peut trouver dans le format. Ça coûte 3 mana, certes ça coûte des life, mais c'est -X, donc ça va détruire les bêtes indestructibles, et ça va toucher tout le board. Et en fonction de nos bêtes,
qu'on a nous, on peut le moduler pour qu'il nous reste du board à nous, style Shieldred par exemple, qui a 5 d'endurance, et rien chez notre adversaire. Après on a aussi Oko, qui est une des cartes les plus broken de Magic, pareil banni dans beaucoup de formats, qui a plein d'effets, mais l'effet le plus 1 qui transforme n'importe quelle bête en 3-3 ou n'importe quel artefact. Donc ça fait que c'est quand même une pièce de removal importante. Et on a aussi le -5 qui permet d'échanger des artefacts qu'on contrôle, donc souvent des food qu'il va créer lui-même, avec des bêtes adverses. Donc ça fait aussi un petit effet mind control qui est non négligeable, donc assez versatile. Et on a Jace the Mind Sculptor. Alors lui c'est pas un removal à proprement parler, mais il a son -1 qui retourne une créature dans la main de notre adversaire. Et ça m'arrivait plein de fois en fait de caster un Jace à 4 mana, renvoyer une carte qui coûte un peu cher dans la main de mon oppo, il la recasse, je peux la rebouncer derrière, en fait faire plusieurs bounces d'affilée avant de commencer à faire de la value. Et c'est pour ça que je le catégorise un peu dans cette catégorie-là. Bien que il vaut quand même un peu cher maintenant, 4 mana en sorcerie, pour la vitesse du format, mais ça reste quand même Jace better than all. Et pour moi, c'est vraiment une carte incutable si je joue bleu. Je sortirai jamais sur mon Jace tellement il y a d'applications, et ce petit effet-là, removal, qui peut servir. Accessoirement, on peut aussi bouncer nos bêtes à nous pour les recaster. Donc on peut bouncer un Spellseeker qu'on a déjà vu, bouncer un Orcish et faire autre chose, quoi. Donc ça c'est bien. Ensuite, on a le cœur du deck, les contre-sorts. Alors, les contre-sorts, c'est mes cartes préférées dans Magic, car ça nous permet simplement de dire non à ce que fait notre adversaire, d'avoir du contrôle sur la partie et d'empêcher les powerplay. Donc là, vous avez l'essentiel de tous les meilleurs contres du format qui coûtent 2 mana ou moins. Donc je vous avais dit un peu plus tôt, vu que le format s'accélère énormément, moi j'avais envie de baisser ma curve au maximum. Et du coup, je me retrouve qu'avec des contres qui coûtent moins de 2 mana. Car souvent, les contres à 3, 4, 5 mana, souvent ça prend tout son tour. On peut pas forcément double spell et faire autre chose dans le même tour. Donc pour favoriser en fait le fait d'avoir plein d'interactions qui arrivent tôt en fait, j'ai cuté tout ce qui valait plus de 2. Donc on a toujours nos spells gratuits, donc Daze, Flare of Denial, Force of Negation, Force of Will, Subtlety, Mental Misstep, qui paraît un contre à 0 mana, qui est juste fou, Misdirection, pareil banni dans plein de formats, Misdirection, qui a aussi ce côté contre, en plus de pouvoir contrer les removals en le redirigeant sur les permanents adverses. Ensuite, donc on a Force Spike, Spell Pierce, Spell Snare et Stern Scolding, qui sont tous des contres un peu conditionnels, mais qui sont hyper forts dans ce qu'ils font en fait. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur effet que ces cartes-là pour des ratios. Même si on pourrait croire que des fois payer juste un de plus ou deux de plus, des fois c'est pas suffisant, hein, mais la plupart du temps, en fait le gain de tempo que ça va faire, ça va très souvent contrer des sorts plus chers qu'on va dépenser de mana pour les jouer. Et du coup, ces cartes sont très très fortes et touchent énormément de cartes du format, quoi. Spell Snare, il y a beaucoup de général à 2, tous les meilleurs sorts du format coûtent 2 mana quasiment. Démonic Tutor, Tainted Pact, plein de cartes, ça touche beaucoup de choses. Les bêtes qui ont 2 de pouvoir ou moins, ou d'endurance, pareil, il y en a plein. Il y a toutes les bêtes d'Early Curve, il y a Solitude, il y a Snapcaster, il y a Frog, Psychic Frog, plein de choses. Là-dessus, j'ai décidé de rajouter Mystical Dispute. Alors ça c'est un choix de carte qui est pareil, très débattable. Mais en gros, si je rencontre un deck bleu, ce que j'espère, et ce qui arrive très souvent quand je choisis d'amener le vol d'un tournoi, ça va être le meilleur compte du deck. En gros, pour 1 mana, on va contrer n'importe quel sort bleu, à moins que son adversaire paye 3 ou plus. Une interaction à mana, ça n'a pas de prix en fait. C'est par exemple, si je le compare avec une mana leak qui fait le même effet pour 2 mana, la différence entre 1 et 2 mana, des fois ça peut être synonyme de victoire quand on essaie de partir en combo et que ça se joue vraiment à 1 mana près, quoi. Donc ça c'est une carte que j'ai joué, que j'ai mis dans mon deck spécialement pour les decks bleus. Et au pire, c'est une mana leak à 3 mana, quoi. Donc c'est un peu moins bien, c'est un peu comme Flare of Denial. Si on peut pas la caster pour son coup alternatif, c'est pas grave, c'est un mauvais contre, mais ça reste un contre. Ensuite on a Veil of Summer. Ça pareil, c'est spécial dédicace pour les decks bleus, car c'est vraiment la carte de l'empalade ultime, quoi. C'est pour 1 mana, très souvent ça fait je pioche une carte, tu ne peux pas contrer mon sort important, ou je compte ton removal.
point. Ça pareil, c'est une carte qui a été bannie en standard à l'époque, tellement elle était forte, forte dans le format, et c'est une carte à blowout complet, quoi. Très souvent on la voit pas venir. Très souvent on la voit pas venir en fait, c'est ça, parce que dans un deck bleu, noir, vert, on s'attend pas forcément à qu'il y ait une carte spéciale de hate bleu ou noir. Donc dans ces match-up là, en fait, ça va être probablement la deuxième meilleure carte du deck. Après, je vais pas vous mentir, tous les autres match-up, c'est une pochette vide. Mono Red, Yoshi, n'importe quel deck, ni bleu ni noir, c'est vraiment un blank complet, quoi. Mais euh, plus de 50% du temps, ça va être l'une des meilleures cartes du deck. Donc ça justifie qu'un peu moins de 50% du temps, je pense, que ce soit vraiment une pochette vide. Après, ça reste quand même une carte qu'on peut reshuffle sur un brainstorm, qu'on peut défausser pour certains effets, style une frog ou d'autres choses. Donc il y a quand même une légère utilité, c'est jamais mort, mais vraiment cette carte c'est 50-50, quoi. Ensuite on a Wash Away, donc l'un des meilleurs contres pour les généraux, qui va contrer les cartes les généraux pour 1 mana, le flashback, puis pareil pour 3 mana, ça devient un mauvais contre. Counterspell, donc le contre de référence, Drawn in the Lock qu'on a déjà vu, Loose Focus qui est royal dans les batailles de contre, car le fait de le replicate en fait, c'est comme si on jouait plusieurs contres d'affilée, et que notre adversaire ne peut pas tous les contrer, donc très très fort. Mana Leak très bien, Memory Lapse très bien aussi, bon spell de tempo qui remet au-dessus du deck, donc on deny notre adversaire d'une draw. Remand qui renvoie dans la main et fait piocher une carte, donc ça pareil, c'est très souvent early game, Remand c'est un peu comme un Time Walk, notre adversaire va se full tap pour 2 ou 3 mana, on le remand, on pioche une carte, donc il a perdu son tour, et nous derrière on reprend notre tour, donc vraiment c'est très fort. Et il y a quelques applications aussi où des fois on peut remand un spell à nous qui se fait contrer pour réavoir le spell et piocher une carte, et notre adversaire a perdu un contre-sort. Donc ça c'est un trick que j'utilise assez souvent dans les match-ups de bleu justement pour pouvoir recasser les cartes importantes un peu plus tard et pas perdre en value, quoi. Et après on a Tails End, donc pareil, qui contre tous les généraux et qui contre les triggers activés et déclenchés. Donc c'est un Stifle Effect, donc il peut contrer des Fetchlands par exemple, ou des ultis de Planeswalker, ou des spells d'évocation, ou de certaines combos. Ça compte le Storm aussi. Il y a plein d'applications et ça en fait un des contres de choix, des choix de mon deck. Donc, du coup là, en gros, j'ai 21 contres dans le deck. À peu près en assimilant Veil of Summer et Mizzy là-dedans. Euh, Très souvent, j'avais l'habitude d'en jouer plus. Je montais souvent jusqu'à 25, voire 30 contres. Mais il a fallu cutter des cartes pour favoriser justement l'aspect combo du deck et faire. Donc, certains y sont passés, style Archmage Charm, Cryptic Command et Mystic Confluence. Ça, c'est un trio que j'ai joué pendant très longtemps, tellement c'est versatile et ça fait des choses. Mais le fait qu'il soit assez rude en mana, souvent il faut 2 bleus, 3 bleus colorés, et que ça coûte cher et qu'on peut pas sous double spell, bah, on est obligé de passer outre. Ensuite, nous avons les menaces. Les menaces du deck, les créatures et les arpenteurs, tout simplement. Donc là, on joue des classiques depuis toujours, que sont... alors il y a pas mal de cartes qui sont bannies dans certains autres formats, style typiquement Deathreach Shaman, donc ça c'est pareil, c'est un mini Planeswalker pour un mana qui fait un peu tout. Tamiyo, récemment banni en général, mais autorisé dans le main deck. Carte qui devrait être bannie clairement, tellement c'est fort, quoi. Ça fait tellement de choses pour un mana. Quand, on peut la comparer un peu à Ragavan, par exemple. Certes, c'est peut-être pas la même pression, mais l'effet qu'elle propose, pour un mana, c'est juste beaucoup trop de choses, quoi. On a un 0-3 qui vole, qui fait des clous, donc ça nous fait de la value. Si on arrive à la flipper, ça fait un arpenteur qui peut blanquer les boards adverses, faire des regrowths, donc reprendre des cartes du cimetière, piocher tout un deck. Enfin, c'est vraiment une des meilleures additions de ces derniers temps. Tassigur, bon lui pareil, général banni, 4-5 pour un mana noir, donc pareil ça tient bien des boards, ça va très bien dans les doubles spells, puis de temps en temps on peut piocher des cartes avec, c'est très rarement quand même, mais quand ça arrive c'est toujours cool. Belfoot Strix, très bon rapport qualité-prix, c'est un removal sur patte qui fait piocher une carte, donc c'est gratos. Le Bowmaster qu'on connaît, Psychic Frog, pareil, énorme addition d'MH3, qui gagne des parties à elle toute seule. Snapple Breacher, Spellseeker, Shieldred, bon après tous les autres on les a vus. Et pareil, tous les arpenteurs, donc nos arpenteurs à combo. Notre Jace qui peut gagner la partie tout seul en écrasant notre adversaire aussi sur la value, Oko. Et nous avons aussi le
Creeping Tar Pit, qui est un manland 3-2 imbloquable. Donc c'est le meilleur des manlands du deck, et c'est pour ça qu'on le catégorise aussi dans les menaces. Donc voilà, on est quand même assez léger en créature. Vous voyez, il n'y a que 12 bêtes. À l'époque, j'en jouais encore moins, même quand j'avais un peu plus de contre. Mais MH3 nous apportant Tamio et Frog, il fallait retrouver la place. Donc voilà, elles sont rentrées de manière presque automatique. Ensuite, donc là on a vu tout le main deck. Là maintenant, on va attaquer la mana base. Donc je vais commencer par les landes utilitaires. Tous les bons decks, dans leur mana base, ils ont des landes utilitaires. Ce qui permet que quand on flood, on peut faire autre chose. On peut dépenser nos manas dans ces landes. Et vu que c'est inclus dans la mana base, c'est un peu des cartes gratuites en soi. Donc ça coûte pas grand chose. Donc on a le trio de Kamigawa, Boseiju, Otawara et Takenuma, donc qui ont des petits effets sympas qui peuvent être ultra relevant. Boseiju, donc ça gère artefact, enchantement et terrain adverse. Très fort pour casser les Blood Moon, très important, c'est son utilité principale. Les Blood Moon, les véhicules, toutes les cartes un peu relou. Otawara qui est un bounce quasiment universel. Ça peut bouncer toutes les cartes non terrain. Donc ça pareil, ça peut être des bons gains de tempo. Et en plus, ça coûte moins cher avec les Ovold. Et après on a Takenuma qui permet de se mêler 3 cartes et de récupérer un arpenteur ou une créature. Il n'y a pas beaucoup de targets, ça peut souvent fizzle. Mais quand ça hit, c'est vraiment fort. Et ça peut permettre de reprendre un Jace qui s'est fait gérer pour pouvoir faire une combo derrière, quoi. C'est plutôt cool. Donc on a notre Creeping Tar Pit, donc le meilleur manland presque de tous les temps, je pense. Hein. Il y a peut-être d'autres manlands colorless, genre des Mutavolt ou des usines de Mishra qui sont bien, mais dans ces couleurs-là, c'est vraiment le must. J'en jouais d'autres avant, mais les coûts d'activation étaient trop chers en fait. Et vu qu'on tue rarement aux dégâts avec le deck, on a plus tendance à passer par la combo. Je les ai cutés parce que quand ça arrive taper, c'est souvent un problème. Et aussi en DC, j'essaie toujours d'avoir une mana base où les landes arrivent le moins tapés possible pour être sûr de pouvoir curver un maximum de fois. Donc les gros manlands style Hall of Storm Giant ou ceux qui ont des activations à 4, du coup je les ai cut. On a le Mystic Sanctuary, pareil, qui permet de reprendre un éphémère ou un rituel de notre cimetière et le remettre au top du deck. Très fort pour récupérer des tutors ou des contres. Ou très souvent un play pattern qui est assez familier, c'est on a un level on board, un fetch bleu, car c'est une île, donc on peut le fetcher avec les terrains qui vont chercher des îles. 3 îles sur le board, puis notre adversaire joue un sort ou un removal ou quelque chose comme ça. Et en fait, si ça trigger Léovold, en réponse, on peut fetcher le sanctuaire, mettre un sort sur le top et avec le trigger de Léovold, piocher la carte et avoir la carte dans la main disponible directement. Donc ça c'est une interaction qui est très très forte, mais très souvent ça va reprendre des tutors, et ça va être dans les lignes où on va faire un tutor qui va aller chercher un Jace, on va fetcher Sanctuary qui va remettre le tutor au top, et comme ça le tour d'après on peut avoir le Jace de la combo et le tutor, et partir en combo. Donc c'est vraiment une carte de late game, très 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 late game, et il faut essayer de l'utiliser avec parcimonie. Ensuite on a 2 landes qui combotent avec les Ovold et toutes les cartes qui font que les effets détrimentaux quand nos adversaires piochent. Donc on a le Gaia Rich Sanitarium, donc il fait du colorless. Donc ça c'est vraiment pas ouf dans le deck vu qu'il est hyper coloré et qu'il a il a besoin de beaucoup de mana bleu pour bien tourner. Mais son effet dit que pour 2 mana, on le tape. Chaque joueur pioche une carte et défausse une carte. La combo avec les Ovold en fait, c'est vu que notre adversaire ne peut pas piocher plus d'une carte par tour. Quand on l'active, à l'entretien de notre adversaire. Donc on va tous les deux piocher une carte, on va tous les deux défausser une carte. Et quand il va passer à sa draw step, s'il n'a pas géré les Ovold, vu qu'il n'a plus le droit de piocher une carte par tour, en fait il va sauter sa draw step. Donc il pioche pas. Donc ça veut dire que il se retrouve avec exactement le même nombre de cartes en main qu'il avait au tour précédent. Donc quand on arrive à mettre en place cette combo là quand notre adversaire n'a pas de carte en main, en fait ça fait juste que il pioche, il défausse, il peut plus piocher. Donc en fait on le lock. On le lock parce qu'il ne pourra plus jamais piocher une carte de la game. Donc c'est vraiment une combo qui est très très forte. Et en plus ça se marie très bien avec Hullbreacher, comme ça notre adversaire ne pioche pas, on fait un trésor. Ou Bowmaster qui permet de rajouter un ping. C'est vraiment un land qui est très très puissant, mais le fait qu'il soit colorless, des fois ça nous empale un peu, quoi. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle, on va dire. Et ensuite on a le Colisée Céphalide, donc ça pareil, il fait un mana bleu, il nous ping de 1 à chaque fois qu'on l'utilise. Donc c'est un peu dur, mais quand on a le seuil, on peut le sacrifier
pour qu'un joueur pioche 3 cartes et se défausse de 3 cartes. Donc des fois on va le faire sur nous quand on a plein de cartes qui sont pas bonnes dans le match-up pour avoir 3 nouvelles cartes. Et des fois quand on a les ovals sur le board, on le fait sur notre adversaire. Il n'a pas le droit de piocher plus d'une carte par tour, donc il pioche qu'une carte sur les 3. Mais par contre il doit quand même défausser 3. Donc ça peut permettre aussi de lui vider la main par exemple quand il a 2 cartes en main. Quoi. On lui fait tu pioches 1, tu défausses 3. On le fait souvent à l'upkeep, comme ça on draw step, il pioche pas, et là il se retrouve avec un tour, plus de cartes en main. Et c'est souvent là après où on prend le dessus sur la game. Petit point que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, sur Vendilion Click, on peut se cibler nous-mêmes aussi, quand on a une carte qu'on veut pas dans le match-up. On la met au-dessous et on recycle en fait. On recycle, ça peut être un bon effet. Donc ça se marie. Donc ces landes-là se marient très bien avec les vol, et ça du coup c'est notre base de land utilitaire qui va nous servir à faire des mana sync et à locker notre adversaire out of the game de temps en temps, car s'il peut plus jamais piocher, on va forcément finir par gagner. Et après à noter Urborg, lui qui permet de transformer nos fetch en marée. Bon, c'est bien quand en fin de game par exemple on a très peu de points de vie mais qu'on a un manque de mana, ou qu'on a un fetch qui va chercher une île et qu'on veut garder le plus longtemps possible mais qu'on a quand même besoin du mana pour aller chercher le sanctuary du coup. Et du coup ça permet de donner à ces landes là une deuxième utilité quoi. Donc c'est plutôt cool. Et le reste de la base de mana, donc là en gros je vous ai mis que les essentiels. Donc le deck se compose de les fetch land, donc on a 10 fetch, on les joue tous sauf Arid Mesa et on joue Prismatic Vista. 10 fetch, les basiques il y en a 4. 4 différents pour ne pas que ça gêne pour Tainted Pact qui nécessite que d'avoir des cartes uniques. Donc ça va être une île, un marais, une forêt et une Snow Covered Island. Pourquoi ? Parce que donc le deck est hyper gourmand en source de bleu. Très souvent on a envie de faire un bleu d'étape tour 1. Donc ça nous rajoute une source. Et ça rajoute une île pour Mystic Sanctuary. Parce qu'il a besoin de 3 autres îles pour arriver dégagées et pouvoir faire l'effet de mettre une carte sur le dessus du deck. Donc du coup j'ai rajouté une île que je trouvais nécessaire du coup à cette stratégie là. Ensuite nous avons les Surveillands. Donc ça pareil c'est les meilleures landes éditées dans les 2-3 dernières années. On joue le trio. Donc le bleu noir, le bleu vert et le noir vert. Les Bilands, donc pareil, on joue la Sea, la Tropical Island et Bayou, le trio. Ravland, pareil, le trio. En fait, tous les lands qui sont fetchables, on joue le trio. Le bleu noir, le bleu vert et le noir vert à chaque fois. Vu que le deck a besoin d'énormément de mana bleu, en fait c'est hyper compliqué de justifier des lands qui ne produisent pas du bleu dans la mana base. Donc pour cette raison, en gros j'ai décidé de ne pas jouer certains lands spéciaux noir-vert. Style typiquement les Fastlands, donc je vais jouer le bleu-vert et le bleu-noir, mais je joue pas le Blooming Marsh par exemple. J'en joue que 2. J'ai besoin que tous mes lands produisent du bleu. Ça va être pareil pour les Checklands. Interland Arbor et Drowned Catacomb, les deux produisent du bleu. Mais par contre, le Woodland Cemetery, qui est nord-vert, je le joue pas. Pareil pour les verges. Je joue cette verge-là et la verge bleu-noir. Mais la verge noir-vert, vu qu'elle ne produit pas du bleu, je ne la joue pas. Et après, on a les lands qui font plusieurs couleurs, donc Common Tower et Reflecting Pool. Donc eux, vu que c'est un peu des trilands en soi, je joue les deux. Et après, pour la mana base, ça va être à peu près tout. Donc ouais, c'est un maximum de bleu et le moins de lands noir-vert possible, juste les fetchables. Donc voilà, donc là on a fait un bon tour du deck et sur la decklist que j'ai joué au tournoi, au championnat régional Occitanie. Maintenant, ce que je vais vous proposer, ça va être un tour assez rapide. Donc là vous avez la decklist en visuel. Sur Moxfield, j'aime bien classer les cartes par coup de mana. Coup de mana que ça va me coûter pendant la partie. Si typiquement, là, je vous ai mis en première ligne toutes les cartes qui valent 0, que je vais souvent caster pour 0 mana en fait, même si je défausse des cartes de ma main ou il y a d'autres coups alternatifs. Très souvent, ça va être 0. Donc pour avoir des curves le plus bas possible. Ensuite, vous allez avoir les spells à 1. Donc à mana, on voit qu'il y en a 23, donc on a beaucoup de choses à faire au tour 1. Tout à l'heure il y avait Lorient Reveal dans les cantrips aussi. Alors c'est pas un cantrip à proprement parler, mais vu qu'on va le cycler pour un land, c'est un peu comme si on le cyclait pour piocher un land. Et en plus, vu que ça, on va chercher une île, on peut aller chercher soit un Surveilland ou soit un Mystic Sanctuary un peu plus tard dans la game. Donc là on voit toute l'action qu'on a pour un mana, donc il y a 23 spells.
Donc c'est plutôt bien, même s'il y en a qui arrivent un peu plus tard dans la game, on sait qu'on va avoir quand même beaucoup de chips, quoi. Les spells à 2 mana, on en a 14, donc là ça va être principalement les contres et les tuteurs et quelques bêtes. Les spells à 3 mana, il y en a 8. Alors on pourrait en jouer plus, mais vu que souvent on va faire les overvolts à 3 mana, j'ai voulu un peu réduire ce nombre et vraiment jouer que les essentiels, quoi. Donc même ceux qui sont bons un peu plus tard et ceux qui ont le flash. Et ensuite nos spells à 4 mana. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas de cartes qui valent plus de 5, que la curve est hyper basse, et que on a quasiment les 2 tiers de notre deck qui coûtent 2 mana ou moins, quoi, pour vraiment pouvoir jouer des games où on est low land et jouer plein d'interactions, quoi. Donc la mana base au complet, vous l'avez juste là. Vous pourrez la retrouver sur MTG Top 8, sur le top 8 du CR Occitanie. Et après, un exercice un peu intéressant que je voulais faire, c'était vous montrer les cartes que je ne joue pas, certaines cartes que je ne joue pas et pourquoi. Donc ça fait pas mal d'années que je joue le deck. En considering, j'ai 160 cartes. Donc j'ai quasiment testé toutes ces cartes à un moment pour essayer de leur trouver une utilité ou quand je voulais résoudre certains match-up en fait. Donc on voit qu'il y a quand même quelques cartes bannies qui ne sont plus d'actualité. La flare noire, on joue la flare bleue, pourquoi pas la noire, parce que ça tue pas vraiment tout ce qu'on veut tout le temps, ça tuera tout le temps le truc le plus gros, mais on n'a pas beaucoup de bêtes noires qu'on a vraiment envie de sacrifier de manière active. Et comme je vous disais, j'aime bien la consistance, j'aime bien que mes cartes fassent ce qu'elles doivent faire et pas me retrouver avec le mauvais removal dans la mauvaise situation, donc pour ça je ne l'ai pas joué. On a quelques cantrips, style consider ou opt, que je n'ai pas inclus, tout simplement parce que trop de cantrips, ça fait trop d'air dans le deck en fait, on passe trop de mana à rien faire et à setup, et souvent dans des match-up ça peut être un peu rédhibitoire. Après, jouer plus de cantrips permet de jouer moins de land, parce que les cantrips permettent de trouver les lands en early et d'avoir des cartes actives en late game. Mais vu que c'est pas les meilleurs du format et que mine de rien, même avec 100 cartes, des fois c'est vraiment la bataille pour faire des cuts et feed des trucs, donc ça on les a pas joués. Reanimate qui était longtemps présent dans le deck mais qui s'est retrouvé banni. Voilà, Cut Down qui tue pas vraiment ce qu'on veut tout le temps, même si c'est un très bon removal 1, je l'ai pas joué. Ensuite on a la partie accélération, Delighted Affling, Utopia Sprawl, Végétation Luxuriante. Ça c'est des cartes que j'avais joué à un moment pour essayer de donner un peu de vitesse au deck. En fait, pendant très longtemps j'ai essayé de battre les decks aggro contre qui j'avais un mauvais match-up. Donc essayer de trouver des axes justement pour améliorer les Ovold, pour qu'ils tiennent mieux contre les decks aggro en fait. Donc c'est passé par l'accélération de mana. Le problème c'est qu'en mettant des cartes d'accélération, on se cut en interaction et du coup on gère moins ce que fait les decks d'en face en fait. Même si on va plus vite dans ce qu'on fait nous, vu que ce que fait l'autre c'est aussi hyper puissant et il faut répondre à tout, en gros on perd d'interaction et de répondants. Donc j'ai décidé de plus les jouer en fait. Après, jusqu'à une semaine avant le CR, il y avait quand même Halfling dans le deck parce que c'est quand même une des cartes les plus broken du format. C'est une Cavern of Souls sur patte en fait. Mais dernier moment, je me suis dit, vas-y, on cut des bêtes et plus d'interaction, c'est parti quoi. On a Hydroblast et Red Blast qui sont des bonnes cartes si on attend une méta heavy en rouge. Donc ça, je les ai joués à un moment, il y avait justement beaucoup de Yoshi, beaucoup de Slimfoot, des Burn. Mais bon, ça paraît, c'est un peu des pochets de vide si on n'est pas les match-up. Et c'est encore plus restrictif que Veil et Mystical Dispute, parce que c'est des cartes qu'on peut jouer dans un peu contre d'autres matchs en fait. Et ça, les autres, c'est si notre adversaire joue pas rouge, en fait, c'est tout naze. Donc bon, Stifle, qui est une bonne carte d'empalade que j'ai longtemps joué et qui va, qui vient, ça je sais jamais vraiment. C'est un peu au feeling quoi. Au feeling que je la joue. Mais là, elle est dans le considering pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a de beau ici Ici, on a des removals, beaucoup de removals à 2. Long Goodbye, Shield Red Edict, Assassin's Trophy. Ça pareil, ça gère beaucoup de permanents, mais bon, c'est pas forcément très reliable quand on doit tuer les gros trucs, et puis j'ai pas envie de donner trop d'avantages à mes adversaires. Collective Brutalité, qui est une bonne carte quand le méta est pas mal aggro. Ça fait plein de choses, en plus c'est soit une discard, c'est jamais mort contre aucun deck, mais bon, ça a quand même perdu un peu en puissance par rapport à tout le reste qu'il y a. On avait quoi On avait Shadow of Doubt, qui est une bonne carte pour contrer les tutors et les fetch, qu'on jouait dans Airtile ou Relic Fest. Ça pareil, j'avais essayé de la fit à un moment, mais vu que ça marche pas forcément tout le temps, même si ça cycle au final, j'en ai perdu. Ça a pris le cut. J'avais essayé aussi la combo Wither Bloom Apprentice et Chain of Smog.
pour pouvoir faire une combo. C'était l'époque où je cherchais une combo pour gagner la partie autre que par les dégâts. Mais bon, ça repose sur une bête qui est 2-2 pour 2, un spell qui nous oblige à nous vider la main d'abord pour pouvoir, en fait, la combo, ça dit on se cible, on défausse 2 cartes. Donc là, vu qu'on a joué un sort, on a Metal Magecraft de 7-2-2, on draine notre adversaire de 1. Et avec Chain of Smog, en fait, on peut choisir de copier le sort et de se le refaire pour se recibler. Donc du coup, on copie un sort, donc on redraine de 1. Et en fait, on va se cibler, on fait copier, 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 ça fait drain, 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 et ça tue l'adversaire. Donc ça, c'était une combo qui était jouable à un moment, mais vu que le body est quand même assez faible, et que il y a quand même pas mal de contraintes, c'est un rituel, elle ne passe plus le cut. Dans les cartes notables, on a Profane Tutor. Ça, pareil, c'est un tutor qui est un peu lent. C'est fort, mais bon, c'est 2 mana, on tutorise pas de suite. Un peu lent pour le format. Enfin, pour le format et dans ce que j'ai envie que Léovold fasse. Murktide Regent. Ça, pareil, c'est une carte que j'ai jouée à l'époque, mais que au final, vu que c'est compliqué de tuer avec les dégâts, et que le deck Léovold, en fait, n'a pas beaucoup de créatures. En fait, toutes les créatures prennent tous les removals directs. Et Murktide, même si c'est gros, si ça vole, si c'est énorme, ça coûte que 2 mana. Ça prend tous les removals blancs, tous les exils, ça nous enlève des cartes du grave. Mine de rien, c'est pas ce que le deck voulait faire, bien que ce soit un bon plan C en soi. Mais j'ai choisi de pas la jouer. En plus, ça coûte 2 bleus, et nous on a vraiment envie de garder des bleus up tout le temps. Quand on compare à Tassigure ça coûte 1 mana et c'est noir, donc ça nous laisse nos bleus up pour nos contres. Et ça va faire un peu la même chose en fait. En fait, nos bêtes, on veut que ça tienne le board et que ça nous donne du temps. Et Murktide, ça le fait bien, mais bon, je sais pas, j'ai jamais été très convaincu dans le Léovold en tout cas. C'est une très bonne carte, ça en a plein de decks, mais dans le Léovold, c'est pas ouf. Ensuite, il y avait Temporal Mastery. Ça, pareil, c'est un Time Walk pour 2 mana qui se mariait bien avec Misty, avec Personal Tutor, qui permet d'aller chercher un rituel et de le mettre au-dessus de son deck. Ça, pareil, c'est une bonne interaction. Bon, c'est un peu cute et vu qu'on n'a pas trop de board, et avec un tour en plus, on peut pas vraiment faire énormément plus, ce n'est plus trop joué. Tarmo, qui est un gros body, bonne bête, mais pareil, on veut pas tuer aux dégâts, et nous, on veut que nos bêtes fassent de la value. Donc ça pareil, je ne la joue plus. Donc là, on voit Archmage Charm qui est plus là. Barrogoyf. Alors Barrogoyf, je vous entends crier de suite. Oui, c'est une des meilleures cartes noires éditées il y a peu. Mais dans la méta que j'attendais pour le CR, je ne l'ai pas rentré. Car j'attendais que des decks bleus, en fait, des decks contrôle. Et Barrogoyf, c'est pas ouf contre les decks contrôle. Et surtout, j'ai pas envie de me full tap pour 3 mana. Sachant que je peux prendre des horreurs derrière pour une bête qui va se faire gérer pour très souvent un mana. Donc bien que ce soit une des meilleures cartes et que je le jouerai sur d'autres tournois, dans d'autres itérations, mais là pour ce tournoi-là je l'ai cuté, mais je pense qu'elle a largement sa place dans le main deck. C'est juste un choix que j'ai fait. Ensuite, dans les cartes intéressantes, on a Laboratory Maniac. Donc ça c'est même effet que Jace. C'est une autre carte à combo que je jouais dans Ertai et Relic Fest. Sauf que pareil, en fait ça coûte 3 mana, c'est un 2-2, c'est en sorcerie, hyper fragile, pas de protection. Ça nécessite de se vider une carte, il fait pas piocher une carte lui-même contre Jace. Ça nécessite de se vider le deck et de piocher une carte. Et en fait, c'était beaucoup trop faible. L'investissement en mana pour ça était beaucoup trop important. Donc, du coup, je ne l'ai pas joué. Ensuite, on a Fervedalken qui était en considering, mais bon, pareil, on joue pas assez deal. Donc, c'est pas assez rentable. Nadu, très bonne carte, très bon body. Pas de moyen d'en abuser. Malheureusement, je ne l'ai pas joué. Glarb, qui fit très bien dans le deck et qui pourrait servir de switch, un peu contre les decks aggro. Mais pareil, le deck est vraiment pas construit pour. Et pareil, j'aime pas me full tap pour 3 mana sans value. C'est surtout ça qui est vital. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas joué. Et après, dans les cartes un peu choquantes, il y a Brain Surge et Sorand Ransom, qui sont des bonnes cartes de value à 3 mana. Sauf que nous, à 3 mana, on a déjà notre Léovold en fait, qui va déjà faire de la value. Donc je vous rappelle, si c'est gérer, on fait du 2 pour 0. Donc qui est un peu mieux que le 2 pour 1 que nous propose Brain Surge et Sworn Ransom, bien qu'il y ait d'autres effets en plus. Mais nous, notre vraie value qu'on va faire, ça va les Time Twister en fait. En fait, on n'est pas intéressé par des petits spells de value, on est intéressé par des gros spells, plutôt des spells de grosse value. Où justement, si on pioche 7, on n'a pas besoin de piocher 2 avant par exemple, si on arrive à classer ça. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas jouer ces cartes. Chena Tidebender, qui est pas une très bonne carte, mais qui rentre pas très bien dans le deck.
Fact qui rentre dans la Fact of Fiction qui rentre dans la catégorie de se rendre ransom avec Brain Surge. Damnation, un peu cher en Wrath, puis on n'a pas besoin de tant de Wrath Effect que ça. Cryptic Command, un peu cher pour le format. The One Ring qui est banni malheureusement. Sailing to the West qui est un effet Time Twister un peu intéressant parce qu'on peut le jouer en éphémère pour 4 mana, mais il n'a pas ce côté obligatoire que notre adversaire doit virer sa main. En fait, s'il a une très bonne main, il peut juste la garder. Donc c'était un peu moins fort, et en plus ça check pas les cimetières, ça remélange pas, quoi. C'est vraiment on défausse nos mains, on pioche cette carte. Si on veut. Donc malheureusement cette carte n'a pas fait le cut. Après, dans le deck Léovold de l'époque aussi, on avait Teferi Puzzle Box et une autre carte qui s'appelle Envil of Bogarden. Donc ça c'est des artos qui se marient très bien avec Léovold, car elles vont empêcher notre adversaire de piocher des cartes à partir du moment où elles sont sur le board. Car Anvil ça dit qu'il doit piocher et défausser. Donc après il pioche plus à sa draw step. Et Teferi Puzzle Box, chaque joueur met sa main sous le deck et pioche autant de cartes. Sauf que si on a déjà pioché une carte à la draw step, bah on peut plus piocher. Et ce que j'aimais pas avec ces cartes en fait, c'est que c'est le côté hyper visible quoi. C'est des artefacts qu'on joue en sorcellerie. Notre adversaire va s'y attendre. Il va avoir des réponses, il va jouer au tour, il va pas se full tap, il va garder le removal pour Léovold. En fait, si ces cartes-là n'ont pas de Léovold ou d'effet similaire sur le board, elles sont juste pas bien en fait, parce que notre adversaire il va recycler ses cartes et chercher dans du gaz. Donc j'avais décidé de pas les jouer et justement de garder que les spells qui font des Time Twisters pour que justement pour choper nos adversaires et qu'ils puissent pas faire attention quoi. Et voilà, dans les cartes les un peu plus chères, après on a du coup les Time Twisters qui valent un peu plus cher, Commit Memory qui fait un peu pareil, spell de gestion avec un Time Twister attaché. Gurmag Angler pour avoir une menace pas chère, mais bon 7 mana en surveille c'était quand même un peu beaucoup. C'est qu'un mana de plus que ta Sigur, mais ça fait quand même une sacrée différence. Mystic Confluence qui est un très bon sort mais qu'on ne joue pas. Et la mana base, donc voilà, ça c'est les lands que je ne joue pas. Que je ne joue pas dans le deck, donc on a les Passway parce qu'ils font qu'une couleur. Blooming Marsh qui était là mais qui n'y est plus. À une époque, je jouais les Filtre Land aussi, qui étaient très bien quand on avait justement Archmage Charm, Cryptic Command, des spells hyper heavy en bleu, que ça permettait de filtrer et de faire des choses. Donc c'était quand même pas mauvais. Des Manlands qu'on ne joue plus, qui s'activent à 4 mana, un peu cher. Des Painland parce qu'on veut pas trop perdre de points de vie en fait, et qu'on a suffisamment d'autres bons lands à côté pour ne pas les jouer. Mais si je devais rajouter le deck à 39 lands, en gros avec tous les cantrips et l'Orient Reveal, c'est un peu comme si on en jouait 42 voire 43. Donc il n'est pas très gourmand en mana non plus, donc on n'a pas besoin de trop de lands. Mais si un jour je devais jouer un 40e land par exemple, je jouerais sûrement un Painland. Yavi Maya qui fait pareil qu'Urborg, mais bon, vu que ça ajoute que du vert, on n'a pas trop d'utilité, donc je ne le joue plus. Et Zagot Trium, qui est un triland, très fetchable, une île en plus, mais malheureusement avec les Surveillands qui ont été édités, qui sont bien meilleurs que ça. Malheureusement, on a dû le cutter. Donc voilà pour le tour du deck et les cartes que je ne joue plus, mais qui, en fonction de la méta, ou si un jour j'ai envie de tuner un peu le deck, je pourrais très bien les remettre sans problème. Et bien voilà, je pense qu'on a fini le tour du deck. Donc merci beaucoup d'être arrivé à ce point de la vidéo. Elles sont un peu plus longues que d'habitude, mais pour le coup il y avait quand même pas mal de contenu que je voulais vous partager. Surtout que c'est vrai que Léovold en fait c'est un petit peu ma spécialité quoi. C'est sûrement le deck que j'ai le plus joué du format sur un laps de temps assez grand et où j'ai le plus d'expérience avec. Donc voilà, je suis content de pouvoir partager un peu ce savoir, ces insights et j'espère que ça vous a plu, que c'était un peu moins brouillon que mes dernières vidéos. Là, j'ai vraiment essayé de structurer un peu et d'avoir un petit fil rouge et une continuité dans les idées, bien que des fois ça dérive, mais ça c'est toujours le cas quoi. On laisse parler la créativité, on va derrière. Donc merci encore. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez trouvé des points un peu flous que je peux vous éclairer, ou si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre. Et merci encore pour la vidéo. Merci de suivre aussi les vidéos des copains qui font des contenus hyper intéressants. Moi je me régale à chaque fois à regarder leur deck tech et apprendre plein de choses. Donc c'est vraiment plaisir quoi. Ça fait toujours autant plaisir de faire partie du projet NTG Prime et de porter fièrement les couleurs de la Prime Squad. J'espère que ça durera encore très longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée ou semaine et je vous dis à très bientôt sur NTG Prime. Ciao.